Salut tout le monde, bienvenue en ce lundi, il est midi sur Facebook, on est en direct pour le troisième épisode de la saison 3 d'Overtime. Je suis Pascal Eberhardt et comme certains clubs ont déjà disputé environ 10% de la saison, d'autres un petit peu moins et se sont retrouvés même au chômage technique, on va revenir sur l'actualité des clubs romans. Pour cela, on va le faire avec Jérôme Bechat. Salut Jérôme. Salut Pascal, bonjour à tous. Et puis on salue Marc, Ludovic, Didier, Yann, Patrice et Elodie qui nous ont déjà salué dans le chat. On est désolé du petit retard qu'il y a eu. On a eu un petit souci technique avec la connexion des différents programmes. Mais ça ne va pas nous empêcher de commencer à parler aujourd'hui du HC Ajoie, puisqu'on a un invité qui n'est nul autre que Julien Vauclair. Bonjour tout le monde. Salut Julien, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est très sympa à toi de prendre le temps. Alors on sait que tu as jusque vers midi et demi pour passer du temps avec nous. On va essayer de respecter cet horaire-là. Si vous avez des questions pour Julien dans le chat, n'hésitez pas à nous les poser. Jérôme, je pense qu'avec Julien, on va commencer par revenir sur ce qui s'est passé ce week-end, et notamment le dernier match à Zoug. Ouais, j'ai commenté ce match à Zoug, Julien, puis j'ai senti à la fin que vous étiez déçu de ne pas avoir ramené au moins un point. Est-ce que c'était juste une sensation ou bien c'était vraiment le cas dans le vestiaire? Non, je pense que c'est exact. On a dans l'ensemble disputé un très bon match et puis c'est vrai que tout en sachant que c'est probablement la meilleure équipe de ces 2 dernières années, c'est une grosse cylindrée du championnat. Donc on a tenu quand même un bon moment et on aurait aussi pu vers la fin justement retourner dans le match, retourner un peu la situation et emporter quelques points à la maison. Malheureusement, on, on est un peu déçu quand même au niveau des points engrangés sur l'ensemble du week-end, c'est clair. C'est un nouvel état d'esprit, ça, Julien, que tu dis. On est déçu du nombre de points engrangés ce week-end par rapport à la saison passée. Oui, mais je pense que c'est juste un état d'esprit juste, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a annoncé aussi dès le début de la saison. L'important pour nous, c'est justement de plus faire des entames de matchs catastrophiques comme malheureusement ça a été le cas contre Ambri Piotta vendredi. On veut être dans tous les matchs, peu importe l'adversaire. On sait que voilà, on aura une saison difficile, que tous les matchs seront difficiles, mais c'est justement avec cette mentalité-là où on veut plus, comme la saison passée, après un tiers, être déjà avoir quasiment le match déjà perdu. Donc c'est cette mentalité-là qu'on veut aborder tous les soirs. En discutant avec quelques supporters jurassiens, ils m'ont dit l'état d'esprit il a vraiment changé parce que le match d'Ambry à 0-3, peut-être que l'année passée, Ajoie le perdait 1-5 ou 1-6. Est-ce que là aussi, tu as vu un changement dans le vestiaire et sur la glace? Oui, je pense que mentalement, on voit que l'équipe, elle a quand même une certaine force. Et puis, je crois que c'est important à relever, comme vous l'avez dit. Je pense que par le passé, ça serait été toute autre situation. Mais là, on a démontré que malgré le score, on y croyait toujours. Et puis qu'on avait encore 45 minutes justement pour revenir dans le match. On a aussi senti vraiment le public pousser tout au long de ce match. Et puis, on sait que ça aussi, ça fait partie de notre force. Jérôme, tu parlais du public, des supporters. D'ailleurs, Patrice, qui est certainement supporter du HCA, qui nous demande des nouvelles des blessés, Julien, et notamment de Yann de Rungs, va-t-il bientôt faire ses débuts avec le HCA? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différents absents? Alors bon, je vais commencer par Yann. Il a repris gentiment la glace la semaine passée. C'est vrai qu'il a subi une opération au ménisque, donc c'est une blessure qui peut durer assez long, autour des 3 mois. Ce matin, il a participé pour la première fois avec un maillot rouge à une première partie d'entraînement avec l'équipe. Donc, je pense qu'il a un petit peu d'avance sur le programme et puis on espère pouvoir le retrouver justement en championnat d'ici la fin octobre si tout se passe pour le mieux. Donc, maillot rouge, c'est sans Ensuite, contact, c'est ça? voilà, exactement, oui. Oui, oui. Et puis, si on parle des autres, on a Hubert qui a été opéré au coude, donc lui, l'absence est aussi entre 8 à 12 semaines. Ça a été le cas maintenant aussi pour Lilian Garessu, qui a été opéré malheureusement à l'épaule la semaine passée, qui en aura aussi, lui, pour 8 à 12 semaines. Mais c'est quand même des blessures assez importantes, des opérations qui voilà, sont difficiles à déterminer une date exacte du retour au jeu de ces joueurs. Et puis encore Kevin Fay qui est blessé maintenant. Il a manqué le match samedi contre Zoug.
Voilà. T'as des nouvelles? Alors, oui, pour l'instant, on n'a rien de précis non plus. Lui aussi, c'est une blessure qui traîne déjà depuis la préparation. Malheureusement, vendredi, il est arrivé au point où voilà, la douleur était plus supportable. Il passera des examens plus approfondis en début d'après-midi et puis en espérant savoir plus aussi au niveau de sa blessure. On a une autre question sur l'effectif, mais là c'est un joueur qui joue, c'est Ludovic qui se renseigne sur Martin Bakoš. Il veut savoir si déjà tu envisages de le prolonger ou déjà est-ce que tu es satisfait en premier lieu des performances du Slovaque pour le moment. Moi, je pense que c'est un peu tôt justement pour parler de la suite, mais jusqu'à présent, je suis très satisfait de ses prestations. Je pense qu'il a démontré d'énormes qualités offensives, mais c'est quand même un joueur qui travaille dans les deux sens de la patinoire, mais c'est un peu ce qu'on recherchait avec ce joueur-là qui crée un peu d'offensive. Et puis on a vu, spécialement lors des deux derniers matchs aussi, c'est un très bon passeur. Il est connu pour marquer des buts, mais on voit qu'il a une très bonne vision de jeu. Et puis, je suis très satisfait de ses performances jusqu'à présent. Ouais, d'ailleurs, son assist sur le deuxième but à Zouk samedi, si vous ne l'avez pas vu, cet assist, il faut aller le voir sur le but de Jérôme Leduc. Il a une sacrée vision. Et puis au niveau du nombre de points et du jeu du HCA depuis le début de la saison, vous avez 2 victoires, 3 défaites, une en prolongation et 2 défaites contre Zug et Lugano de seulement un but d'écart. Si on prend le jeu développé par le HCA, c'est aussi une source de satisfaction. Oui, mais je pense que, comme j'ai dit depuis le début, on est très satisfait de notre début de saison, mais c'est vrai qu'à la fin, voilà, il y a le côté positif et le côté négatif. C'est que tous les points qu'on engrange maintenant, ben, on va les garder, mais malheureusement, comme j'ai dit avant, on est quand même un petit peu déçus de ce week-end. Et puis, je pense que c'est aussi important que les joueurs voient les choses, je ne veux pas dire en grand, mais que on soit conscient et qu'on ait envie de gagner tous les matchs. Donc, au niveau du système de jeu, ben voilà, on veut amener une certaine solidité défensive. Je crois que c'est la première chose à noter. Dans des matchs comme ce week-end, quand on marque 3, 4 buts, ben, on devrait justement réussir à gagner le match. Donc, on a été très solide défensivement, en sachant qu'on a certainement des moments où on souffre un peu et puis on est un petit peu achalé dans notre zone, mais ça fait partie de notre système. Et puis maintenant, l'important, voilà, c'est ces petits détails. Peut-être contre une équipe comme Zug, où on fait les quelques erreurs en plus, ben, là, on le paye cash. Et puis, ça serait peut-être pas le cas contre des équipes qui ont moins de qualité offensive. Donc, c'est ces petits réglages qu'il faut parvenir à faire et puis qui nous permettront dans l'avenir aussi d'engranger des points dans des matchs comme celui-là. En tout cas, Marc félicite le HCA dans le chat. Il dit que les matchs sont très agréables à suivre. C'est déjà... ça prouve qu'il y a quand même eu, comme tu le disais, des progrès par rapport à la saison passée. On a une question de Gaëtan qui te concerne plus. Julien, c'est par rapport à ton rôle de directeur sportif. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent dans la façon d'être directeur sportif ? Moi, je pense pas, non. J'essaie d'avoir ma propre personnalité, ma façon de faire et ma façon de travailler. Mais c'est vrai que, voilà, je pense que c'est pas non plus facile pour moi. Je suis jeune, je viens de commencer ce nouveau job. Ça fait même pas une année. C'est vrai que j'ai eu la chance quand même de travailler aux côtés de notre Dominique Kelly pendant près de 2 ans. Et puis, je pense que ça aussi, ça m'a un petit peu aidé à me lancer dans ce job. Ce que je tiens à signaler, pour moi qui est important, c'est la façon dont tous les directeurs sportifs collaborent entre eux. J'ai reçu beaucoup d'aide de la part de beaucoup d'autres GM. Et puis ça, je trouve que c'est à noter aussi voilà, on est tous concurrents l'un l'autre, mais il y a quand même une bonne collaboration. Et puis pour certaines choses dont j'avais peut-être pas les connexions, les connaissances, ben, j'ai réussi à recevoir des coups de main de pas mal de monde. Au niveau de ton travail, Julien, on sait forcément à la fin de l'année, il y aura des ajouts en fin de contrat. On est au début de la saison, mais est-ce que tu regardes déjà pour la saison prochaine ou bien c'est encore beaucoup trop tôt?
Moi, je pense qu'il faut gentiment commencer à regarder. Et puis, c'est vrai qu'il y a un énorme travail effectué lors des 6 derniers mois, justement, pour mettre non seulement une équipe en place, mais toute une structure autour de ce club, que ce soit au niveau du staff, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau des infrastructures aussi. Mais voilà, je dirais que je suis arrivé vraiment au bout de ça. Il y a eu les quelques derniers détails à régler, c'est vrai, avec les étrangers, qui sont avec Gauthier, qui est arrivé vraiment en fin d'été, où vraiment, ben voilà, on était à un jour de la reprise de la préparation, avec Bakos aussi qui est arrivé quelques jours avant le début du championnat. Donc ça a été un peu les 2 derniers euh, partie du gros travail technique et je pense que ben, maintenant il faut gentiment que je planifie, que je programme et que je me prépare pour justement le contingent de la saison prochaine. Parmi les joueurs d'Ajoie qui sont en fin de contrat, tu as déjà un peu priorisé ceux que tu veux garder? Non, pour l'instant, j'ai mis la priorité sur personne. Comme j'ai dit, je vais encore utiliser, je pense, une bonne dizaine de matchs pour avoir une évaluation claire dans la direction dans laquelle je vais aller la saison prochaine, avec ben, que ce soit pour garder les joueurs qui sont là ou aller éventuellement chercher d'autres joueurs du championnat. On a parlé de Bakoche qui est là évidemment pour la blessure de Jonathan Hazen. Est-ce que t'as des nouvelles de Jonathan Hazen déjà physiquement et puis moralement parce que c'est une rechute hein, qu'il fait. Il pensait pouvoir peut-être commencer la saison. Finalement, il peut pas. Comment il va Jonathan Hazen? Mais je crois qu'il va très bien, justement après avoir subi cette opération, car ça l'a beaucoup rassuré. C'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu éviter. On était arrivé à un point où il était obligé, justement, car il avait trop de douleur, de subir une petite intervention à son genou. Et maintenant, ben, je dirais que jusqu'à présent, avec tout ce qu'il a pu faire, il a même aussi commencé à patiner. La douleur est quasiment nulle. Donc maintenant, c'est qu'une question, je pense, de remise en forme. Et puis, on espère ben, qu'il puisse aussi, lui, rejoindre l'équipe le plus vite possible. Question de Ludovic, plutôt un commentaire. Il dit bravo d'être allé chercher Damiano Ciaccio comme deuxième gardien. C'est un binôme très équilibré pour le HCA. Et il enchaîne avec une question. Avec un tel début de saison, espères-tu faire les pré-playoffs ou voir viser le top 6? Non, je pense que, bah, premièrement, oui, c'était important pour nous. Je crois que c'était la première tâche que j'avais mise sur ma liste, c'était d'aller chercher un deuxième gardien de Ligue nationale qui puisse justement épauler, mettre aussi un peu de concurrence au niveau de nos gardiens et qui puisse permettre aussi au staff justement de faire des choix, de planifier les matchs, de planifier les semaines. Ça, c'était la première chose. Et puis l'autre question, je pense qu'il est encore beaucoup trop tôt pour faire ce genre de plan. Comme j'ai dit, c'est clair que c'est un peu bateau, mais nous, on doit vraiment se concentrer sur les matchs un après l'autre et puis pas trop planifier à l'avance. Il faut garder les pieds sur terre. On a fait un très bon début de championnat, mais il reste encore 47 matchs, si je ne me trompe pas. Donc je pense que la saison est encore longue pour faire ce genre de discours. Je pense que voilà, l'objectif numéro un, il est clair, c'est le maintien en Ligue nationale. Et je pense qu'il faut qu'on continue à travailler dans cette direction-là. Et tu dis que vous avez engagé Damiano Ciaccio pour donner de la concurrence à Team Wolf qu'on n'avait pas l'année passée. Comment il a vécu ça, Team Wolf, d'avoir tout d'un coup un concurrent comme ça pour son poste? Mais je pense que Tim est aussi conscient qu'il n'aurait pas pu jouer 52 matchs cette année. On a vu que la saison passée, ça a été un gros problème pour nous. Aussi, dès qu'on a eu des petits bobos, des petites blessures, on a vraiment dû le pousser à l'extrême. Et puis, je crois que c'est difficile de performer quand vous êtes en permanence comme ça, 3, 4 matchs par semaine. Donc, je pense que lui, c'est quelqu'un, c'est un gros bâton. Donc, voilà, il a accepté aussi le challenge. Et je pense que c'est que du positif pour lui dans les deux côtés où bah, il sent que voilà qu'il y a quelqu'un derrière qui pousse, mais il sent aussi que voilà qu'il a le soutien du club, du coaching staff et de son équipe, en sachant que voilà
il aura aussi les moments où il pourra justement se reposer, que ce soit physiquement et mentalement. Est-ce que aujourd'hui c'est devenu impossible pour un gardien numéro un de faire les 52 matchs de la saison régulière? Chaque club a vraiment besoin d'un numéro 2 et on le voit, hein. Là, le championnat il vient de débuter et déjà Reto Berra à Fribourg a cédé sa place, Genoni Azug a cédé sa place, Tim Wolf aussi. C'est devenu vraiment très important maintenant cette place de gardien numéro 2. Oui, je pense que c'est fondamental aujourd'hui d'avoir deux gardiens qui ont le niveau de la Ligue et qui peuvent être alignés à tous les soirs. Je pense que des gardiens dominants en Suisse, il y en avait plus, il y en a qui jouaient proche des 50 matchs. Si je ne me trompe pas, il y avait Genoni et Berra. Mais on voit maintenant justement que tous les clubs veulent chercher justement à rocader de plus en plus leurs gardiens. Et puis, je pense aussi avec l'arrivée de gardiens étrangers, on voit même certaines équipes qui les laissent à la maison le vendredi soir pour qu'ils évitent le voyage. Donc, je pense que c'est dû au fait de l'augmentation du niveau du hockey suisse, mais aussi du nombre de matchs. C'est clair que quand moi j'ai commencé ma carrière, il y a 20 et quelques années, on jouait 30 et quelques, 36 matchs par saison. Donc, c'est presque le double aujourd'hui. Donc, c'est juste tout simplement plus possible pour les gardiens de jouer 3 matchs par semaine pendant toute cette période de championnat. Pour Christophe et Thierry qui ont posé des questions sur Bakoche, on a déjà eu une question là-dessus. Julien a répondu. On vous invite à aller réécouter le podcast quand il sera en replay pour avoir les informations sur lesquelles vous vouliez savoir. Il y a Louis qui nous dit la défense est vraiment meilleure cette année, énorme point positif depuis la saison passée, plus d'engagement gagné également. Et puis il y a Yann par rapport au recrutement qui, quand tu vois ce début de saison, il voulait savoir si tu étais plus serein quant à la qualité de ton recrutement, staff compris, donc inclus ton nouvel entraîneur Philippe Péchan. Oui, je suis satisfait. Je pense que la chose à retenir, c'est voir la profondeur, surtout du contingent. C'était quelque chose sur lequel j'ai insisté justement à la fin de la saison avec toute la direction du club. J'ai dit que non seulement on devait améliorer la qualité et le potentiel de nos joueurs, mais aussi au niveau du contingent, on devait avoir plus de profondeur. On a vu qu'on est allé disputer notre dernier match de préparation avec deux défenseurs à l'attaque, malgré quand même un contingent de 27-28 joueurs sous contrat. Donc on voit que ça va un peu avec ce qu'on a parlé avant, les gardiens de but, quoi. Il y a beaucoup plus de matchs, les joueurs sont beaucoup plus rapides, sont beaucoup plus forts, donc il y a beaucoup plus de blessés. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les équipes de Ligue nationale sont obligées d'avoir un contingent comme ça élargi. Et puis, c'est ça, je pense, qui nous permet peut-être d'avoir ce genre de début de championnat, car là aussi, il y a de la concurrence, les places sont chères, les minutes sont chères, donc je pense que c'est un plus pour nous d'avoir pu avoir ces 5 lignes de joueurs sous contrat. Puis on va profiter de la question de Laurent pour aborder le dernier sujet parce que l'heure tourne et on doit te libérer dans 5 minutes. C'est par rapport à ton retrait de maillot lors du premier match à Lugano. Laurent dit qu'as-tu ressenti lors du retrait de maillot sur le plan émotionnel? Est-ce que c'est une grande fierté pour toi? Oui, alors c'était un moment riche en émotions. C'est vrai que voilà, ça fait maintenant passer 2 ans que j'ai arrêté ma carrière et puis je savais que ce moment-là arriverait pour des raisons qu'on connaît tous. Ça n'a pas pu se faire avant, mais je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on se rend compte que c'est fini malgré tout et puis d'avoir pu vivre ce moment-là justement avec entouré de ma famille, entouré de mes frères et sœurs, de mes amis. C'était un moment vraiment très très spécial dont je me souviendrai toute ma vie et puis ça reste quand même une grosse fierté pour moi quand je vois les noms justement, les numéros qui sont pendus dans cette patinoire. C'est vraiment quelque chose de spécial auquel j'aurais jamais pensé un jour faire partie. On a vu que c'était aussi très spécial pour Vicky Montegazza qui était à côté de toi pendant la cérémonie. Elle a vraiment une relation particulière avec les joueurs du HC Lugano. Oui, je pense que c'est une présidente qui est très proche de ses joueurs, de son équipe. Et puis c'est vrai que ben, pour moi, c'est quand même encore plus spécial que pour certains parce que j'ai passé plus de 20 ans là-bas. Elle m'a connu, ben, j'étais encore
un jeune garçon de 16-17 ans. Et puis, bah, c'est vrai qu'on a vécu des années, toutes ces années ensemble, où on est passé par des moments magnifiques, d'autres moments de difficulté aussi, des moments plus difficiles. Donc voilà, c'est là vraiment qu'on se rend compte bah, du soutien de ces personnes-là. Et je pense qu'on a une relation quand même très, très spéciale. Et puis, c'est vrai que je pense que pour elle aussi, c'était un moment particulier. Voilà, merci Julien, merci à vous dans le chat pour les questions pour Julien Vauclair. On va te libérer, tu as d'autres rendez-vous aujourd'hui. C'est très agréable d'avoir pu discuter avec toi et surtout que tu aies pu nous consacrer quelques minutes pour ce direct. Voilà. Merci à vous. Bonne suite de saison à toi, bonne suite de saison au HC Ajoie. Et puis on espère Merci, que bonne fin de journée. tes objectifs seront remplis. Salut Julien. Au revoir à tous. Ciao Bye bye. Julien, merci beaucoup. Merci à vous. Et de notre côté, on va passer au HC Bienne. HC Bienne qui a... Jérôme a fait un petit hommage à Roger Federer. C'était le sujet qu'on voulait évoquer lors du match studio de samedi. On va juste couper Skype, comme ça vous n'entendez pas la sonnerie de Skype de ce que Julien a déjà raccroché. Ouais, je disais un hommage à Roger Federer vendredi 6-1 à Langnau. T'étais là-bas d'ailleurs, un match finalement facile. Ouais, un match facile pour le HC Bienne, victoire 6-1. Tu l'as dit, comme un premier set au tennis, un HC Bienne qui a ouvert très tôt la marque, Langnau qui a égalisé tout de suite, Bienne qui a repris l'avantage. Il y aurait pu avoir 2-2 si Simon Ritz ne fait pas un gros big save sur un tir d'Ernie. Et puis ensuite, les buts qui se sont enchaînés, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1 pour le HC Bienne. Je pense honnêtement que le HC Bienne aurait pu mettre plus de buts, mais le lendemain, il était prévu un match contre Fribourg, qui finalement a été reporté, mais ça, il ne pouvait pas le savoir. Ça, il pouvait pas le savoir. Non, mais HC Bienne qui a fait tourner ses lignes. Il y a eu du temps de jeu pour Maillard, qui a d'ailleurs marqué. Il y a eu du temps de jeu pour Tanner, pour Schlepfer, pour Berchi également. Le seul couac, c'est que Löw et Radgeb n'ont pas fini le match. Du coup, ils se sont retrouvés à 5 défenseurs, le HC Bienne. Ils ont essayé quelques shifts à 5 défenseurs, un petit peu en bricolant. Puis finalement, il y a Ramon Tanner qui a joué défenseur. C'était un petit peu bizarre de le voir à cette place-là, Ramon Tanner. Mais le score était déjà de 6-1, donc ça n'a pas changé grand-chose. Et puis... Guillaume Maillard qui a encore marqué, il est à 2 buts en 3 matchs, Guillaume Maillard, donc pour l'instant son prêt du Lausanne Hockey Club eh bien, le met en confiance apparemment. Ouais, c'était important pour lui d'avoir du temps de jeu, alors forcément il y a le débat, est-ce que Bienne n'aurait pas dû donner ce temps de jeu-là à des jeunes joueurs du cru, comme un Jérémy Berti par exemple, comme un Matteo Reinhardt ou un Matteo Reinhardt qui a été 13e attaquant sur certaines rencontres, puisque... on fait venir un joueur de l'extérieur qui ne peut pas jouer contre Lausanne, puisqu'il est prêté par Lausanne et que c'est dans les termes du prêt. Finalement, là-dessus, toi, ton avis, est-ce que c'est une bonne chose pour Bienne d'avoir pris Maillard, même si il a marqué 2 buts et que pour l'instant, ça donne plutôt raison là-dessus? Alors, pour Guillaume Maillard, je pense que c'est une très bonne chose. Il a au moins du temps de jeu à Bienne qu'il n'aurait pas à Lausanne. Après, au moment où ils l'ont pris, Guillaume Maillard, l'infirmerie était quasiment pleine du côté du HC Bienne. Il manquait beaucoup de monde. Donc peut-être qu'on s'est dit, on aimerait tant de prendre un Guillaume Maillard qui a quand même de l'expérience en National League, plutôt qu'un jeune qui a peut-être que 10-15 matchs de National League. Là, il y a quasiment tout le monde qui est revenu du côté de Bienne. Je crois qu'il manquait juste Ischier et Froidevaux comme attaquant lors du dernier match. Kunsley a joué. Hein. Ah oui, Kunsley a joué, donc il manque Ischier et Froidevaux, ouais, exactement. Kunsley a fait son retour vendredi, donc Guillaume Maillard se retrouve dans le 4e bloc. Il était avec Schlepfer, il y avait Berchi et Tanner, il tournait un petit peu les 4, donc c'était pas plus mal pour Guillaume Maillard, qui a marqué ce but, il a pris sa chance, il a réussi à mettre le puck au fond. Après, c'est vrai que c'est un éternel débat. Là, ça marche pour Guillaume Maillard. Donc forcément, on va dire, Bienne a raison de prendre Guillaume Maillard plutôt qu'un junior. Si ça ne marchait pas pour Guillaume Maillard, on pourrait dire, ça serait mieux de prendre un junior du club pour lui donner de l'expérience. Là, ils font un peu les deux, le HC Bienne. Il y a Jérémy Berti qui a joué, il y a Matteo Reinhardt qui a aussi eu des matchs. Donc je pense que du côté de Bienne, on essaye d'un petit peu de modeler tout ça pour faire au mieux, parce qu'on le sait, Guillaume Maillard va partir à un moment donné, il va retourner au Lausanne Hockey Club, et puis là, il faudra bien que les juniors du HC Bienne remplacent
Guillaume Maillard, mais pour l'instant, j'ai l'impression que des deux côtés, que ce soit du côté de Guillaume Maillard ou du côté du HC Bienne, eh bien, on a l'air d'être satisfait. Alors normalement, c'est jusqu'à la pause de novembre, mais Exact. comme le signale Patrice dans sa question, finalement, est-ce qu'il ne risque pas de retourner à Lausanne, puisqu'il y a quand même pas mal de blessures du côté du LHC? Ah ben ça, c'est le risque. Hein. Dans le prêt, il est dit que Lausanne peut rappeler Maillard à tout moment. Donc, est-ce que Maillard va tout à coup retourner du côté du LHC? Contractuellement, Lausanne a le droit de le rappeler quand on en a besoin. Ah, donc ça, on verra. Affaire à suivre, comme on dit. Exactement, affaire à suivre. On aura peut-être déjà une réponse demain, puisqu'il y a des matchs. Peut-être Oui. que Lausanne va communiquer, ou bien communiquer sur un rappel On verra éventuel de Guillaume Maillard du côté de la Vaudoise Arena. Tu disais, il n'y a eu qu'un seul match. On ne peut pas ne pas passer à côté de ce qui s'est passé samedi. Hein, pour tout vous dire, ici, on était prêts pour voir le match interactif. On sortait de répétition quand on a vu la news. Elle venait d'être publiée par la National League comme quoi le match était reporté. Forcément, c'est quelque chose. Alors déjà, c'est extrêmement rare, c'est ce qu'a dit Daniel Villard Oui. au micro de nos collègues alémaniques. C'est extrêmement rare, c'est même peut-être la première fois que ça arrive que le système de refroidissement d'une patinoire moderne, hein, Ouais, c'est qui ça, soit ouais. Arena à moins de 10 ans, Bah oui, tombe en lâche. panne juste avant le match. Parce qu'à 4h, il y avait des gens sur la glace. On voyait les images qui arrivaient avec des gens sur la glace. Donc c'est pas quelque chose qui s'est produit à 10h du matin et puis qu'on a attendu 18h30 pour le dire. Non, c'est vraiment arrivé là, juste avant le match. Les Fribourgeois étaient sur place, je crois, hein, avec l'équipe devait être sur place aussi. En fait, c'était trop dangereux pour jouer, tout simplement. La glace est devenue trop dangereuse. Problème technique sur place, comme quoi ça peut arriver. Maintenant, je sais que le HC Bienne, évidemment, avait mis des moyens pour ce match. Ils avaient fait venir une sécurité. Il y a des frais qui ont été engendrés. Le Alors spectateur après, qui était déjà présent. voilà, il y avait des spectateurs qui étaient déjà présents et tout d'un coup, sur les écrans, il y a marqué match annulé. D'ailleurs, le match n'est pas annulé, il est reporté. Hein, c'est la petite Subtilité. c'est la petite subtilité. Mais il y a des frais qui ont été engagés. Alors maintenant, est-ce que c'est à la charge du club? Est-ce qu'il y a des assurances? Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec ceux qui ont mis en place le service technique de la patinoire et ça sera à eux de rembourser? Est-ce que la Ligue peut donner une sanction au HC Bienne parce qu'il y a un match qui n'a pas eu lieu? Franchement, je ne sais pas quels sont tous les règlements, mais en tout Alors, cas, pour le dernier c'était une point du soirée côté spéciale, de la hein. Ligue, il y a eu plusieurs articles qui ont été faits par nos collègues de la presse écrite. C'est clair, le match sera rejoué. Tout dépend du calendrier de Fribourg-Gotteron en Champions League. voilà, c'est ça Puisque aussi. plusieurs dates de remplacement sont prévues sur les matchs de Champions League et Fribourg, pour l'instant, est en position d'être qualifié en 8e de finale pour cette compétition européenne. Finalement, Bienne ne sera pas sanctionné, puisque ce match sera rejoué, c'est sûr. C'est un problème externe. C'est pas tout d'un coup, on a découvert qu'on avait 13 cas de grippe et puis on décide au dernier moment, sans avoir prévenu avant, qu'on faisait quelque chose. Là-dessus, c'est bon, Bienne ne risque rien, ne risque pas de sanctions. Et puis on va aussi saluer le travail des gens de la patinoire qui ont travaillé toute la nuit pour réparer le problème, pour que demain, il y ait un match entre Bienne et Zurich. Donc demain, il y a bien Zurich, c'est bon. Oui, ça a été confirmé. Ouais. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, puis un HC Bienne qui a gardé sa place de leader au classement, même sans jouer. Et puis vendredi, ils ont mis Simon Ritz dans les buts. Ça faisait un moment que Simon Ritz n'avait plus joué en National League. C'était l'année passée avec Langnau. Ça faisait depuis 2017 qu'il n'avait plus joué avec Bienne. Il reçoit le but de Langnau. Ça doit être sur son premier ou deuxième tir, mais il n'en peut absolument rien. Hein. C'est un peu qui est perdu par la défense. Grenier se retrouve quasiment seul devant. Et puis sinon, il a fait le travail. Hein. Simon Ritz, d'ailleurs, à la fin du match, les joueurs ont poussé Simon Ritz pour qu'il soit devant tout le monde pour aller saluer le public. Les fans l'ont rappelé 2-3 fois, ils ont chanté son nom. Et apparemment, Simon Ritz va jouer plusieurs matchs cette saison, puisque comme l'a dit Julien Vauclair tout à l'heure, un numéro 1 ne peut pas jouer tous les matchs. Donc comme Van Pottelberg devrait revenir en janvier, on risque de voir encore plusieurs fois Simon Ritz dans la cage. Alors est-ce que c'est Terry qui va choisir les matchs en disant celui-là je préfère ne pas le jouer? Est-ce qu'on va mettre Simon Ritz contre les équipes dites un petit peu plus faibles? Là il a joué contre Langnau. Est-ce qu'on va faire cette tactique-là du côté du HC Bienne? À voir, mais en tout cas, Simon Ritz était très content d'avoir joué ce match et franchement, il a fait le travail. On verra bien. Peut-être que Ajoie ne sera plus l'adversaire facile
contre qui on met le deuxième gardien pour reposer le premier. Bah, ça tombe bien. Une équipe qui a fait ça contre le HC Ajoie, c'est Fribourg-Gotteron. Je te propose qu'on se tourne vers les Fribourgeois. Les Fribourgeois donc, qui ont eu qu'un seul match ce week-end, puisque le deuxième a été reporté, on vient d'en parler. C'est clair que pour eux, ça a aussi dû être une situation un peu particulière, parce que 6h30, c'est l'échauffement hors glace pour les joueurs, mais surtout, ce qu'on a remarqué, toi et moi, c'est qu'il y a eu pas mal d'inconstances dans le jeu, notamment contre Zug. Alors oui, il y a eu ce but de Marcini avec ce rebond contre la bande qui est favorable à Zug, où Berra se retrouve hors d'opposition, mais on ne peut pas en vouloir à Reto Berra à ce moment-là d'aller jouer le puck derrière sa cage, parce que c'est ce qu'on attend du gardien de but. Quand il y a un puck qui est envoyé le long de la bande, qu'il a joué, voilà, il y a eu un mauvais rebond contre la bande, ça peut arriver. Malheureusement, ça fait 3-1 à ce moment-là pour Zug. Ça a mis les Dragons dans la mouise. Ouais, quand t'es à 1-2 puis tu passes à 1-3, c'est le but qu'il faut pas prendre, en plus sur un coup du sort. Mais ce qu'on notera du côté de Fribourg, c'est un petit peu comme en Ligue des Champions. Le fond de jeu, il est là. Il n'y a rien à dire. C'est mis en place, les joueurs ils se connaissent, ils n'ont pas eu beaucoup de changements au niveau du transfert. Par contre, du côté de Fribourg, on parle d'inconstance. C'est Benoît Yecker qui le dit dans l'interview vendredi soir. Il dit on a deux visages. Parfois, on joue très bien, on respecte les consignes et tout va bien. On arrive à mettre de l'agressivité et de la pression. Et puis parfois, on passe un petit peu à côté. Et Julien Vauclair l'a relevé aussi tout à l'heure. Quand vous passez à côté contre Zug, tout de suite, ça se pécache. Ouais. Ça se pécache. Et puis surtout, du côté de Fribourg, pour l'instant, on a les occasions. Même contre Zug, Fribourg a eu les occasions, mais ils n'arrivent pas vraiment à marquer. Alors, est-ce qu'il manque un Di Domenico qui carbure pour l'instant avec Berne, il a 3 matchs, 6 points. On sait que Sørensen, c'est lui qui est censé être le buteur. Il est blessé. Donc il n'a pas encore eu de rendement puisqu'il n'a pas encore joué en National League, mais ça devrait être lui normalement le buteur. Alors même si Berchi met ses buts, Sprunger aussi, on a l'impression que Di Domenico pour l'instant il a pas été remplacé du côté de Fribourg. Il y a Fabrice qui doit lire dans tes pensées ou l'inverse, parce qu'il nous dit Gotteron n'a toujours pas décollé sur le powerplay. Enfin, n'a toujours pas décollé. Le powerplay n'est peu au top, le boxplay est moins bon. Une nom plane sur cette équipe. Est-ce celle de Sørensen ou de Di Domenico? La question, elle est vache quand même. Parce que c'est pas du tout le même type de joueur. On a un Nord-Américain avec un caractère de cochon parfois qui peut marquer des buts et qui le fait très bien quand, dans les moments clés. Désolé du terme anglais, c'est un clutch player. C'est vraiment dans les moments clés, il va se surpasser, il va tirer son équipe vers le haut ou vers le bas. Ça lui est aussi arrivé à Langnau de temps en temps de tirer vers le bas. Sørensen, alors c'est un joueur qui en Suède a pris énormément de pénalités de 2 minutes la saison passée. Donc là-dessus, est-ce qu'il n'aura pas une influence négative? On ne l'a pas beaucoup vu jouer puisqu'il s'est blessé au premier match de Champions League. Buteur, oui, il était dans une équipe l'année passée qui a vécu une saison catastrophique, il n'y a pas d'autre terme. Pour Djurgården, c'était une saison catastrophique, reléguée, alors que c'est un des clubs les plus puissants de Suède. Ça a été très compliqué. Maintenant, c'est clair, il faut qu'il soigne de sa blessure, qu'il revienne, qu'il retrouve le rythme, qu'il réintègre l'équipe, qu'il trouve sa place dans l'équipe. Donc forcément, il est censé revenir mi-octobre. Je pense que ça va être un petit peu plus compliqué les 2 premières semaines où il va jouer. Il y aura la pause de novembre juste derrière. Là, peut-être qu'il va pouvoir, finalement, après la pause de novembre, on va voir le vrai visage de Sørensen. Ouais, puis on parle du powerplay. Il y a aussi pas mal de joueurs qui ont changé sur le powerplay à Fribourg. Il y a l'arrivée de Berchi, il y a Kuokkanen également. Je veux dire, c'est des petits détails. Vous allez me dire 1 ou 2 joueurs sur le powerplay, mais il faut que les 5 joueurs comprennent comment les autres fonctionnent aussi. Donc c'est pas forcément évident de tout de suite être efficace en powerplay. Il y a un petit temps d'adaptation, mais on le répète, à Fribourg, je crois qu'on n'est pas inquiet. Le fond de jeu, il est là. Les joueurs, on sait qu'ils ont le niveau de National League pour jouer le haut du tableau. Il faut juste maintenant un petit peu s'adapter et puis que peut-être un joueur prenne ses responsabilités et se dise, voilà, c'est à moi de remplacer Di Domenico.
et puis mettre ce puck au fond, même mettre des buts sales. On entend souvent ça maintenant, mettre des buts sales. Un but sale, c'est juste aller mettre ce puck au fond, pas chercher forcément la lucarne, pas forcément faire une superbe action de jeu, peut-être jouer plus simple parfois. Au lieu de tenter la passe et faire marquer le copain, pourquoi pas essayer de tirer le plus fort possible, et puis peut-être que ça va passer sous le bras du gardien ou entre les jambes, et puis c'est un but comme ça qu'il faudrait peut-être du côté de Fribourg. Il y a Gilles qui nous a demandé via Instagram, donc si jamais vous pouvez aussi nous poser des questions via Instagram sous la publication ou directement en message privé, avant les émissions, pourquoi ne pas faire jouer Kuokkanen dans le premier powerplay à la place de Rossi? Très bonne question. J'ai envie de dire, à la place de Rossi joue Rossi, physique, hein. non, parce que c'est pas du tout le même type de joueur. Kuokkanen sera plutôt utile sur l'aile. Oui. Tandis que Rossi, lui, son rôle, c'est d'aller devant le gardien adverse et de gêner la vue, et puis d'aller gratter les rebonds pour les buts poubelles, pour traduire mot à mot l'expression anglaise. Ouais, mais si tu veux prendre un rebond, il faut un tir sur le gardien quand même. Voilà, donc il faut un Kuokkanen. Voilà, il faut les mettre les deux en même temps sur le powerplay. Non, mais c'est pas le même joueur, c'est pas le même style. Rossi peut aussi aller chercher des pucks dans les bandes. Il est physique, il est grand, il pèse sur le jeu, alors que Kuokkanen, il a mis ses 2 buts en Champions League sur un match. C'est un jeu un peu plus subtil, je pense. Oui, bon, après, voilà, effectivement, Rossi, il a aussi pas mal de détracteurs parce que c'est un gros contrat pour un joueur suisse, dans un rôle qui devient de plus en plus mineur. Hein. C'est un jeu physique pour la 4e ligne, et là, on le retrouve, c'est vrai, sur le powerplay. Je comprends les interrogations aussi des fans fribourgeois là-dessus. Il y avait une question de Ludovic par rapport aux étrangers, en parlant de Sørensen. Pourquoi pas aller chercher un étranger en supplémentaire, notamment en Swiss League? Il donne l'exemple de Hero Hello qui est à Turgovie, puisque on sait qu'il y a Binias qui a été prêté de Fribourg à Turgovie, et jouer avec 6 étrangers comme d'autres équipes, alors que Fribourg joue actuellement à 5. C'est vrai que Hero Hello, il a joué en National League, donc il a un peu cette expérience. On l'avait vu du côté de Langnau. Alors, est-ce que Christian Dubé se dit, si je vais chercher un étranger, ça peut un petit peu modifier l'effectif? Est-ce qu'il ne préfère pas justement que Sørensen soit blessé pour donner du temps de jeu à un Suisse, pour qu'il joue à sa place, donner peut-être de la confiance à un Suisse, donner du temps de jeu à un Suisse, donner des responsabilités à un Suisse en cas de nouveau couac? Parce qu'évidemment, on n'est pas à l'abri d'une blessure le long de la saison, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Fribourg qui se retrouve donc avec un étranger de moins. À voir sur le long terme. On se souvient que Christian Dubé, après le 2e match de Champions League perdu contre Stavanger, il avait été assez critique en disant que c'était compliqué, que tout le monde devait sortir un peu les pouces du mauvais endroit, et puis qu'il fallait regarder éventuellement pour un étranger de remplacement. Et puis une semaine après, avec les 2 victoires sans encaisser de but à Tampere et à Stavanger, il avait changé son fusil d'épaule parce que l'équipe tournait. Et là, on est à 3 semaines d'un retour de Sørensen. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour 1-2 matchs par semaine d'aller chercher encore un étranger, avoir des frais, parce que c'est pas gratuit d'aller chercher un étranger? Après, on est en début de saison. C'est pas comme si tout à coup on était au mois de février, puis il fallait vite faire des points pour essayer d'aller dans le top 6 ou dans le top 10. Là, on est en début de saison. Je pense que Fribourg a confiance en ses moyens. Ils ont 4 matchs, 4 points. Alors ok, c'est pas un départ dont on s'attendait pour Fribourg, surtout avec le calendrier, puisque sur ces 4 matchs, il y a eu Ambry et il y a eu Ajoie. Donc je pense qu'à part le match contre Ajoie, où là vraiment on peut se dire ils sont passés à côté du match. Vu le score, contre Ambry, ça joue à une action. Contre Zoug, s'il n'y a pas ce coup du sort et puis que ça fait pas 1-2 pour 1-3, Fribourg était plutôt bien aussi. Donc c'est vrai, ils n'ont pas le départ qu'on attendait. Ils ont 4 matchs, 4 points. Mais je pense que du côté de Fribourg, on sait qu'on va engranger des points. Et pour l'instant, on n'est pas du tout dans le rouge. Hein. Honnêtement, nous, on ne les voit pas dans le rouge non plus pour l'instant. Hein. Non. Le fond de jeu est là. Les joueurs sont là. Sørensen va revenir. Pour l'instant, il y a vraiment, je pense, pas de quoi s'inquiéter du côté de Fribourg. Il manque ce petit déclic devant le but adverse que l'année passée a fait que ils ont gagné 10 matchs consécutifs à la maison. Ils ont terminé 2e du classement. Mais on rappelle que l'année passée, le début de saison, il n'est pas bon non plus.
Hein, il y a eu 4 matchs perdus de suite, il y a eu une victoire pour commencer, 4 défaites ensuite, et ça a tourné après. Donc, comme le dit Thierry, tout est là sauf les résultats. Bon, alors c'est le résultat qui compte à la fin. On est d'accord, mais je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Du côté de Fribourg, ça va venir, comme on dit. Et puis Nicolas nous dit c'est aux joueurs suisses de se bouger quand les joueurs étrangers ne répondent pas à présent. Bah oui, c'est le cas. C'est aux joueurs à licence suisse il faut prendre ses responsabilités, tout simplement. Voilà. Jérôme, je te propose qu'on enchaîne. On passe au bord du lac Léman, puisqu'il ne reste plus que ces 2 clubs à aborder. Mais allons-y. On commence avec Genève. Allons-y. Genève qui a vu, on va dire, la semaine passée, des efforts individuels, tourner les matchs en leur faveur. Il y a eu Rod contre Zouk mardi, il y a eu Smirnov sur le 3-1 contre Lugano vendredi, Temernes contre Ambry, c'était le 2-2, si je ne fais erreur. Du coup, j'ai un blanc sur le score. Il y a ces joueurs qui sortent un moment du lot, et c'est pas toujours les mêmes. C'est peut-être un point positif là pour Yann Cadieux. Oui, tu as raison Pascal, je pense que c'est la grande force de Genève. Ils ont un groupe qui est très bon. Le match à Zoug mardi passé, j'ai eu la chance, mais j'ai vraiment la chance de le commenter parce que c'était vraiment un gros match pour un début de saison. Sacrée performance de Genève. Ils ont un groupe qui est là. Et si tout à coup ça ne fonctionne pas, eh bien tout à coup on a un Tom Ernest qui fait un effort solitaire. Il y a Rod qui en fait un autre dans un autre match. On a vu Tom Ernest également en faire un. Ils ont cette capacité de dire que si une ligne fonctionne pas un soir, parce que ça peut arriver qu'une ligne fonctionne pas un soir, on se trouve pas, on est un peu malade, on sent pas très bien, on a une petite blessure, on sent pas le puck ou la canne, ou on n'est pas bon dans son patinage, ça peut arriver. Eh bien on peut se dire, ok, il y a les copains qui sont là, ils peuvent faire le travail, ils peuvent aller marquer des buts. Donc je pense que ça c'est le gros atout cette année de Genève, c'est qu'ils ont vraiment 4 lignes qui peuvent aller marquer des buts et surtout 4 lignes qui peuvent aussi défendre le cas échéant. Le but de Tom Ernest, là, c'est vraiment prendre ses responsabilités. Il voit qu'ils n'arrivent pas à forcément mettre le danger et tout à coup, il prend ce puck, il dribble 2 joueurs d'Ambry, puis il loge le puck dans la lucarne, le gardien d'Ambry qui a vu que du feu. Je pense qu'au moment où il a réalisé que le puck n'était plus dans la canne de Tom Ernest, il était déjà au fond du but. Non, mais il a été surpris, ça se voit, il ne s'attendait pas du tout à ça. Et ça, c'est vraiment un exemple de prendre ses responsabilités. C'est peut-être le rôle de Tom Ernest aussi. Et c'est peut-être ce qui manque à Fribourg, justement. On en parlait tout à l'heure, prendre ses responsabilités. À Fribourg, il n'y a peut-être pas tout d'un coup quelqu'un qui va se dire « Ok, maintenant, je prends le puck, je vais y aller. Et puis, si je rate, tant pis. » Parce que là, Tom Ernest, il fait ça. Il se dit « Je vais y aller. » Il n'a aucune certitude que ces 2 dribbles vont fonctionner et qu'il va marquer un but. Il y va un peu, je ne vais pas dire au bluff, mais il est en confiance. Il se dit « En équipe, on n'y arrive pas. J'y vais tout seul. » Il a marqué. Et bravo à lui. Alors, il y a Ludovic qui nous dit Genève a tourné le match contre Ambry en 5 minutes. Waouh, quel groupe et quelle homogénéité. Puis on a une question de Quentin qui nous dit est-ce que la machine Genève est lancée avec des matchs à domicile contre Langnau et Fribourg cette semaine. Les Genevois seront attendus au tournant. C'est clair que vu la prestation de Langnau contre Bienne vendredi, si Genève ne prend pas 3 points demain, ça serait clairement des points de perdus. Vu comme Genève a joué la semaine passée et comme Langnau a joué, tout autre résultat que 3 points pour Genève, ce sont des points perdus. Après, pour le Genève-Fribourg, il faudra voir, parce que là, Fribourg, ils doivent se relancer, justement. Donc ça peut être un sacré derby d'ailleurs, ce Genève-Fribourg, derby roman. Ça peut avoir des étincelles. Derby d'équipe qui joue actuellement à 5 étrangers, puisque Winnick est blessé. Il est annoncé au jour le jour, avec un grand point d'interrogation pour demain. Même chose pour Gauthier Desclous, d'ailleurs blessé. Oui. Et puis on a 2 questions sur Alessio Bertaggia. Et les 2 sont tournés assez de la même façon. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire dans cet alignement? on rigole de la question, mais c'est vrai qu'elle est posée un petit peu bizarrement. On va dire ça comme ça. Finalement, est-ce que on a besoin de Bertaggia à Genève? Je sais pas. Moi, je trouve que contre Lugano, alors c'est peut-être parce que c'était contre Lugano, il a été très motivé, très remuant. Alors c'est clair que pour l'instant, ça se voit pas sur la feuille de pointage. Non, il n'a pas de but. Voilà, aussi simple que ça. Il doit aussi s'habituer à un nouveau contexte. Hein. Il a joué 8 saisons consécutives dans sa ville,
à Lugano, dans un contexte qu'il connaît bien, c'est la patinoire où il a été formé. Il y a eu certes cette expérience en junior en Amérique du Nord, la saison et demie qu'il a fait à Zoug. Il sort réellement de son cocon familial. Il est attendu dans un nouveau contexte, dans une ville qu'il ne connaît pas du tout. Peut-être un peu de pression aussi. De la pression aussi, vu le contrat qu'il a signé. Oui, pour l'instant, je pense qu'il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter. Non, mais écoute, moi, sur ce que j'ai vu de Bertadia, je trouve qu'il est important sur son côté. Quand le puck est balancé dans l'arrondi, il va mettre la pression sur le défenseur parce que Bertadia, il a un bon patinage, il faut pas se mentir, hein, c'est un bon patineur. C'est quelqu'un qui sait jouer physique dans les bandes, donc quand le puck est dans l'arrondi, il peut aller presser le défenseur, il peut récupérer ses pucks aussi, il peut gêner la relance de l'adversaire. Donc pour le moment, évidemment, il n'a pas de but, pas d'assist, mais il fait un gros travail. Et parfois, moi, j'ai un petit peu du mal avec ces analyses-là en disant « Ouais, mais il n'a pas de points, il est nul. » Non, mais regardez aussi le travail qu'il fait, peut-être aussi sans le puck. Par exemple, un Victor Leuve à Bienne, sans le puck, il coupe plein de passes, il coupe plein de tirs. Et c'est peut-être aussi un rôle comme ça qu'il faut donner à Bertadia, parce qu'on sait qu'il arrive aussi à couper des passes. Et les points vont venir au fur et à mesure. Il ne va pas rester à 0 encore pendant longtemps. Non, mais il aura ses opportunités. Et puis c'est quelqu'un qui, devant le but, normalement, il ne faut pas 15 occasions pour mettre le puck au fond. Donc attendons encore un peu pour Bertadia. C'est comme tu l'as dit, Pascal. Il a tout qui a changé. Il a dû déménager, il a une nouvelle équipe, il a un nouveau système de jeu, il a un nouveau coach. Donc il faut qu'il assimile ces 4 choses. Et puis, je pense qu'on va retrouver le Bertadia de Lugano. Puis Nicolas nous dit de toute façon, Bertadia ne fera pas 30 à 40 points par saison. Bah non, c'est pas le style de joueur non plus à faire autant de points. Ça, c'est très juste comme point. Ludovic nous dit est-ce que Genève Servette ne devrait pas penser à aller chercher un gardien étranger si Desclous est blessé longtemps? Cela serait possiblement une bonne chose. Qu'en pensez-vous? Alors, qu'en penses-tu, Jérôme? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, ça dépend de la blessure de Desclous. Pour l'instant, on sait que c'est officiellement le bas du corps, mais connaissant l'historique de Gauthier Desclous, c'est les adducteurs. Ça devrait être ça, parce qu'il est sorti après la première période à Zoug, il n'a pas été touché, on ne l'a pas vu blessé. Donc, c'est de la précaution. C'est comme ça qu'on nous a vendu la chose à Zoug. On nous a dit on a sorti Desclous par précaution. Il a senti une petite douleur durant la première période. Alors maintenant, on sait que les adducteurs, si c'est vraiment les adducteurs, c'est hyper délicat. Parce que les adducteurs, ça peut se soigner en 2 semaines, comme en 4 mois. C'est vraiment très sensible. Il y a une possibilité d'opérer, mais ce n'est pas une opération qui marche à 100%. Voilà. Et surtout, c'est une opération qui, pour un gardien, est quasiment synonyme de fin de carrière parce que on retend un petit peu les adducteurs et on perd de la souplesse après l'opération. Mais c'est vrai que si tout à coup, du côté de Genève, on se rend compte que Desclous n'est pas là pour plusieurs semaines. Robert Mayer, on revient sur la discussion avec Julien Vauclair, ne pourra pas assurer tous les matchs. Voilà. Donc au bout d'un moment, il faudra prendre une solution. Donc soit vous faites jouer un gardien junior. Alors il y a toujours une solution. Soit vous allez chercher un gardien en Swiss League. Il y a toujours une solution en National League puisqu'il y a Stéphane Charlin qui est officiellement sous contrat avec Genève Servette qui est prêté à Langnau. Voilà. Après, quelle est la possibilité derrière dans l'accord Charlin qui a joué d'ailleurs samedi avec Langnau. De rappeler et puis de le renvoyer en Langnau. Ça, malheureusement, Voilà. Et puis sinon, évidemment, il y a l'option du gardien étranger. Mais si vous allez chercher un gardien étranger du côté de Genève, ça veut dire que vous devez en enlever un joueur. Donc qui on enlève? Tom Ernest, je pense pas qu'on peut le je pense qu'il est même marqué avant le gardien. Et ça, voilà, je pense que je suis pas le seul à le dire. Après, Marc Artikainen, parce qu'ils vont aller de pair. Ils vont aller de pair, donc il reste Filppula ou Vatanen. Ou Winnick. Bon, Winnick est blessé. Donc à voir, mais ça sera une solution du côté de Genève. Il faudra en prendre une à un moment donné. Je pense que là, on est en train de faire passer plein d'examens à Gauthier Desclous pour essayer d'évaluer au mieux quand il pourra revenir. Et puis évidemment que Genève va prendre une solution, quoi. Quelle est l'étendue des dégâts? C'est ça. La nature de la blessure, ça, Genève Servette la connaît. La durée de l'absence, la durée de la remise en forme. C'est ça surtout, ouais. Et les séquelles potentielles à long terme. C'est ça qui va être évalué. Vendredi, lors du point presse pour présenter l'équipe, la question a été posée de savoir
est-ce qu'il allait jouer le week-end? La réponse était catégorique de Marc Gauci, ça a été non. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, on verra. Et comme dit Nicolas, donc un gardien étranger, pourquoi pas si ça se prolonge. Je pense que ça va être la solution sur la saison s'il y a besoin. En plus, on arrive au bon moment pour les équipes. Il y a les camps de NHL qui ont commencé. Ça veut dire qu'il y a des gardiens qui sont actuellement en Amérique du Nord. Parce qu'il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que prendre un gardien étranger pour prendre un gardien étranger, c'est parfois le risque de prendre un gardien qui va être moyen, qui va pas pouvoir apporter quelque chose ou qui va pas être meilleur que le gardien que vous remplacez. On a vu le cas l'année passée où Ambry est allé chercher en fin de saison Janne Juvonen. Ça a été une bonne pioche parce qu'il était disponible sur le marché et on le voit en ce début de saison. Il fait des bons matchs. Alors il n'a pas été transcendant en pré-playoff contre Lausanne pour permettre à Ambry de passer ce premier tour-là. Et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué en Suède. Mais il faut trouver ce gardien qui est bon, qui a besoin de jouer et qui est disponible à l'instant T, qui peut venir rapidement aussi. Ouais, il faut un gardien qui a au moins le niveau de Gauthier Desclous, qui puisse vraiment être un appui de Robert Mayer, ou à l'inverse, que Robert Mayer devienne l'appui du gardien étranger. Mais comme on l'a dit, ça implique qu'il faudra sortir un joueur de champ du contingent de Genève. Mais je pense qu'on est en train de regarder ce qui pourrait être libre sur le marché, effectivement. Puis il y a Nicolas qui dit un gardien de Swiss League me va très bien. Dominique Niffler, par exemple, il manque les clins d'œil derrière Nicolas pour être encore plus ça. Mais après, je sais plus qui est deuxième gardien à Holton, pardon. La problématique, elle est là aussi. C'est l'année passée, Genève a pu profiter des deux gardiens de Cloton parce que c'était un gardien numéro 1 avec un gardien numéro 1. Ouais. Entre Zurkirchen et Niffler. Donc Cloton pouvait se passer d'un gardien pour permettre à Genève d'avoir un gardien numéro 1. Donc, voilà, à voir. Je vois Ludovic qui nous parle de Brian Daccord comme gardien. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'est pas étranger, mais je crois que lui, il n'a pas vraiment envie de retraverser il n'a pas envie de traverser l'Atlantique. On peut même pas se dire Corey Schneider parce qu'il a signé un contrat au NHL. Donc on verra, on va continuer à suivre. Et puis comme dit Quentin, hâte de voir le match de demain contre Langnau pour voir effectivement si Genève continue sur sa lancée ou si, comme l'a dit Nicolas un peu plus tôt, Genève relance une équipe qui est en mauvaise forme, puisque ça a été un peu le cas l'année passée. Bon, il faudra que Langnau, évidemment, réagisse. Parce que contre Bienne, honnêtement, c'était pas loin du catastrophique. D'ailleurs, dans le match entre Langnau et Bienne, je reviens juste dessus, il n'y a pas eu une seule pénalité. Donc je ne sais pas comment dans un derby, parce que Langnau-Bienne, c'est vraiment un derby où normalement il y a de l'émotion et tout. Je ne sais pas pourquoi tout à coup Langnau n'a pas joué un petit peu plus physique pour donner des émotions. Alors est-ce qu'ils vont jouer physique demain contre Genève pour donner des émotions dès le départ? À voir, mais en tout cas Genève est plus que le grand favori de ce match. Et merci Nicolas, c'est effectivement Silas Matisse qui est la doublure à Holton. Voilà, on va passer à Lausanne, mais avant, est-ce que toi tu as déjà commenté Cloton? Parce qu'on a une question de Patrice sur oui, j'ai commenté Cloton. Et qu'est-ce que tu penses des premiers matchs de Cloton? Écoute, je trouve que c'est assez intéressant. Ils ont de bons étrangers, notamment Ruotsalainen et Aaltonen, qui m'ont fait une bonne impression. Leur gardien Metsola est pas mal aussi. Il est petit, je crois qu'il fait même pas 1m75, 1m74 si je me trompe pas. Après, ils ont des bons étrangers, ils sont un petit peu plus limités du côté des Suisses. Ça, on s'attendait un petit peu. On s'attendait un petit peu. Il y a l'arrivée de Simic en tout début de saison qui est parti de Davos pour arriver à Cloton. Maintenant, il faut qu'ils apprennent, les joueurs de Cloton. J'ai oublié Hang qui va aussi très 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 vite. Il faut bien se concentrer pour le voir passer. Il ne faut pas cligner des yeux quand il est devant vous, sinon vous ne le voyez pas. Non mais blague mise à part, non mais Hang est vraiment très rapide, très fort dans le fait de garder le puck. Et Cloton peut aller chercher quelques points. D'ailleurs, ils ont fait 1 point contre Lausanne, si je me trompe, oui. Si je me trompe pas. Là, ils gagnaient 2-0 contre Berne. Ils ont finalement fait 0 points. Ils ont perdu 3-2. Mais Cloton peut embêter quelques équipes. Alors, est-ce que ça va suffire pour arriver à la 10e place? Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est une équipe qui va prendre des points par-ci par-là. Ouais. Fribourg devra donc se méfier demain.
Oui. Puisque le match à Fribourg, c'est Cloton qui est en visite demain. Et moi, je vais découvrir Cloton demain lors de ce match-là. Donc, je vous répondrai lors d'un prochain overtime sur les aviateurs. Allez, on conclut cette émission avec le Lausanne Hockey Club. Lausanne qui a eu, on va dire, un week-end un peu compliqué. Hein. Déjà au niveau du calendrier avec ce déplacement à à Lugano samedi, puis hier le match contre Zurich, donc faire les kilomètres. Alors oui, c'est pas jouer à 15h45, donc on a un petit peu plus de temps pour se reposer entre deux, mais on a vu une belle victoire à Lugano, j'y tiens décidément à ça. C'était une victoire pour la confiance. On a vu de très bonnes choses, on a vu aussi de très mauvaises choses, avec notamment le coup de coude de Salomaki sur son compatriote Kaski. Et puis, après, victoire au tir au but à Davos, victoire au tir au but à Cloton, victoire à Lugano. Cette défaite hier contre Zurich, il y avait 1-0 après 40 minutes de jeu. Il y a le 5 contre 3 pour les Lions, qui marquent leur premier but en supériorité numérique de la saison, et qui derrière enchaînent le 1-2, le 1-3, le 1-4 et le 1-5. Ouais, j'ai l'impression que ce but en début de troisième tiers, ça a cassé Lausanne. Ils menaient 1-0 logiquement, hein, ils auraient même pu mener plus que 1-0, les hommes de John Foust. Mais on a l'impression que depuis le début de la saison, Lausanne n'arrive pas à enfoncer le clou, à tuer le match. Ils gagnaient 1-0 à Cloton, ils n'ont pas réussi à mettre le deuxième, finalement Cloton a égalisé, on est parti au penalty, donc ils se sont fait peur. Du côté de Lugano, ils gagnaient aussi, ils auraient pu prendre un peu plus de largesse au niveau du score, et ils se font peur jusqu'à la fin. Bon, heureusement pour les Lausannois, ils prennent quand même les 3 points. Et hier, c'est la même chose, il n'y a que 1-0 à ce moment-là. Et puis tout d'un coup, il y a le grain de sable qui est venu. Zurich a peut-être pris confiance. On a peut-être un peu paniqué du côté du LHC. On manque de constance comme l'année passée. Et puis j'ai envie de dire, comme l'année passée, Lausanne a du mal dans sa patinoire. Alors est-ce qu'ils font un blocage Vaudoise Arena, Pascal? Je ne sais pas, mais là, ils jouent contre Bienne à la maison, ils perdent. Ils jouent contre Zurich à la maison, ils perdent aussi. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a trop de pression sur les Vaudois quand ils jouent dans leur arène? C'est peut-être une question qu'on peut se poser. Je sais pas, il y en a. Gaëtan nous demande comment est-ce qu'on explique les baisses d'affluence. C'est une bonne question. Là, j'avoue ne pas savoir s'il n'y a pas eu des changements au niveau du tarification ou autre. Pour hier, peut-être que Lausanne avait participé déjà à l'exercice d'évacuation en étant sur la glace, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un exercice d'évacuation à la fin du match. Une fois que le match est terminé, les spectateurs ont été invités à partir très vite de la patinoire. Alors peut-être que le score finalement a tourné. Marc nous dit ça fait plusieurs saisons qu'on s'ennuie à la Vaudoise, au Malais, puisqu'il y en a eu 2 et à la Vaudoise Arena. Je sais pas, mais il y a toujours ce mal en jeu de puissance aussi. Ils sont à 7% de réussite en jeu de puissance, c'est 1 sur 14 du côté du Lausanne Hockey Club. On sait que John Foust a demandé pour engager Odette et Kovac, parce que ce sont des joueurs dans leur équipe précédente qui étaient sur le powerplay. Ce sont des spécialistes du jeu de puissance, hein, Odette et Kovac. Il y a un seul but pour l'instant, il est signé Kovac, mais c'était à Cloton et c'est même pas sur un schéma de powerplay classique. C'est un but qui a été marqué comme quand on est à 5 contre 5. Donc les situations spéciales, pour l'instant, du côté du LHC, il n'y a pas vraiment d'amélioration par rapport à l'année passée. Alors est-ce que tout à coup, ils vont trouver la solution? Parce qu'il faut aussi que les étrangers ils apprennent à jouer ensemble. C'est pas évident. Il faut que Kovac sache comment Odette, dans telle position, donne le puck et vice-versa. Donc il y a encore un temps d'adaptation du côté du LHC. À voir si ça va prendre. Maintenant, il y a Sekac hier qui n'a pas fini le match. Ouais, il y a Glauser aussi qu'il est blessé. Ça a été officialisé qu'il serait absent pour quelques semaines. Voilà, donc ça c'est un coup dur. Sekac, c'était le top scorer de Lausanne l'année passée. Donc c'est un coup dur. Il y a Raffel qui est pas là aussi pour plusieurs temps. Donc ça fait déjà 2 étrangers en moins. Sur les 7. Derrière, il y a Glauser qui est blessé aussi pour plusieurs semaines. Semaines. Donc ça commence un petit peu à s'enchaîner là du côté du Lausanne Hockey Club. À voir. Il y a Marc qui nous dit heureusement qu'on a un abonnement à MySports pour voir les victoires. Merci. Merci d'avoir l'abonnement à MySports, Marc. Et puis, question un peu plus
polémique d'Olivier. Est-ce que le 900e match en National League de Stéphane était le match de trop? Non, c'était pas le match de trop. Après, c'est vrai que Stéphane, il fait de gros arrêts, puis tout à coup, comme contre Bienne, le game winning goal contre Bienne, c'est une erreur de Stéphane là, quand il sort de plusieurs mètres pour aller contrer un puck. Mais à la base, l'erreur, elle est de la défense. Il y a un changement de ligne à ce Il y a moment-là. un changement de ligne. Stéphane, il se dit ok, j'y vais, il sort. Ma foi, il se rate. Il y a le but ensuite, c'est le game winning goal de Bienne. Hier, peut-être que sur le troisième but de Zurich, c'est le troisième de Marty, ça lui passe au-dessus de l'épaule. Est-ce qu'il descend un peu vite ou pas? C'est difficile à dire, mais ce sont des gardiens qui font des gros arrêts, puis tout d'un coup ils prennent un but, on va dire, on pense qu'ils pouvaient l'arrêter, alors le gardien va peut-être dire ouais mais ok, là je prends un but un petit peu bête, mais si je te sors pas les deux pucks 3 minutes avant, le score il est déjà 3-1 depuis 3 minutes. Donc, ça c'était l'argument de Tim Wolf. Aussi Tim Wolf, ouais, aussi Tim Wolf. Non mais c'est un Tu peu... vois, je t'écoute aussi hors des émissions. C'est un peu... Non mais c'est un peu délicat. Est-ce que c'est le match de trop de Tobias Stéphane? Non. Je pense pas que c'était le match de trop de Tobias Stéphane. Il a toujours le niveau de National League. Après, il faut se rendre compte que l'âge avance et puis qu'il est peut-être pas aussi vif qu'avant. Ça, c'est tout à fait normal. Mais pour moi, il a le niveau de National League plus que largement. Déjà, il faut dire que 900 matchs pour un gardien, c'est de la folie. C'est énorme. Déjà, regardez le nombre de joueurs qui ont plus de 1000 matchs en carrière en National League. Ensuite, il n'y en a pas beaucoup. 900 matchs pour un gardien, c'est énorme. Alors oui, il a commencé à 17 ans. Son premier match, il le joue même à 16 ans. Il joue un premier match avec l'Automne à 16 ans. Il fait une saison complète à 17 ans avec quoi? On va pas oublier qu'il est parti 3 ans en Amérique du Nord. 900 matchs. C'est un chiffre énorme. Oui, et effectivement, comme tu le dis, il est plus tout jeune. Il y a certains réflexes qui sont peut-être plus aussi bien. Il y a eu la blessure l'année passée qui certainement l'handicape un petit peu. Là, ouais. Maintenant, le but de Marty, moi je pense qu'il ne fait pas un mauvais choix. Parce que tout simplement, c'est la technique habituelle des gardiens, c'est-à-dire on joue le bas du filet parce qu'il y a 80% des tirs qui vont en bas. Il est grand, donc forcément il prend de l'espace. Et puis, enfin, c'est Christian Marty, c'est pas le mec qui marque 25 buts par saison. Non, c'est vrai. Quand il marque des buts, généralement c'est des jolis buts. Là, quand j'ai vu le but hier, j'ai fait waouh! Pleine lucarne. C'est un super tir. Le premier but, il n'y peut rien. C'est le patin de Jelovac qui le met au fond. Le deuxième, effectivement. Ouais, il y a 3 contre 5 en plus. Donc à 3 contre 5, on pourra pas reprocher. Hein. Le deuxième, il fait l'arrêt. Il essaye de diriger son rebond dans l'arrondi. Malheureusement, c'est l'endroit où il y a André Ghetto. Voilà, le troisième, on vient d'en parler. Les deux autres, après, j'ai l'impression qu'il y avait plutôt un découragement général. Ouais, puis le cinquième, c'est le tir dans le visage de Sidler. Voilà, le puck revient dans le slot. Donc, directement sur la palette de Sheppy. Donc voilà, c'était pas son match de trop. Mais c'est certainement la dernière saison qu'on voit de Tobias Stéphane. On va dire ouais, ça puis à Lausanne, on a engagé Ivar Spounenov. C'est aussi pour peut-être faire la suite de Tobias Stéphane. Il a un gros contrat, hein, Spounenov, sur la, oui, il a signé sur la durée. Donc il n'a pas signé autant d'années pour juste être numéro 2. C'est clairement Ivar Spounenov qui va prendre l'après Tobias Stéphane. Oui, et puis c'est la saison de transition entre Exactement. les deux. Passation de pouvoir pour les deux. On a une question d'Alain, puisqu'on a parlé de Lugano juste avant, on va la prendre. Est-ce que la déception de ce début de championnat n'est pas Lugano, avec les moyens à disposition? Max Sorlet sur la sellette, point d'interrogation. Alors si je ne me trompe pas, Lugano, c'est 4 matchs, 3 points. Et ouais. C'est vrai qu'avec l'effectif qu'a Lugano, c'est un départ qui ne doit pas faire plaisir du côté tessinois. Je dirais après, surtout, c'est les étrangers. Il y a 6 étrangers sur la glace. Hein. Je mets Koskinen à côté parce qu'il ne fait pas de points. Ils ont 4 points, dont 2 buts de Granlund. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a 2 étrangers, c'est Bennett et Joseph en l'occurrence. Un but pour Bennett et un assist pour Joseph, qui ont fait des points. Arcobello est toujours à 0. Je l'ai vu beaucoup patiner contre Genève, mais pas produire grand-chose. Connolly, c'était son premier week-end de compétition. Compliqué. Je pense qu'il va apporter beaucoup, mais pour l'instant, il est arrivé il y a 10 jours à Lugano. Laissons-lui le temps de s'adapter au championnat suisse, aux grandes patinoires et au système. Kaski, je pense qu'il ne va pas jouer demain.
parce que il a eu un week-end compliqué entre la canne entre les jambes de Joris contre Genève et la charge au menton de Salomaki. Je pense qu'il est un petit peu secoué, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une déception, Lugano. Bon, ils ont un point de retard sur Fribourg. Disons que Fribourg et Lugano, c'est un petit peu la déception de ce début de saison. Après, est-ce que Max Sorlet est vraiment sur la sellette? Disons que si Lugano ne se reprend pas sur les 5-6 prochains matchs, on peut peut-être changer d'entraîneur du côté luganais. Ouais, ça serait pas impossible, même si on s'appelle Chris Max Sorlet. En tout cas, après le match contre Genève, il n'était pas... moi, je l'ai croisé, j'ai discuté un petit peu avec lui. Il n'était pas énervé contre son équipe. Au contraire, il était plutôt satisfait de la performance. Il a dit Genève a juste fait un troisième tiers absolument incroyable. C'est pas parce que c'était contre Genève, parce que je l'ai aussi croisé après une victoire contre Genève l'année passée, où c'était plutôt lui qui avait le grand sourire et les Genevois qui tiraient la gueule et étaient très satisfaits du résultat. Donc c'est pas ses souvenirs de dire ah bah c'est contre Genève, je connais encore beaucoup de monde, ça me fait plaisir ces matchs-là. Non, il y a eu 2-3 erreurs dans la défaite. Sur l'effort de Smirnov notamment, il y a Aguera qui fait mal son marquage et qui commet une faute derrière, qui arrête de jouer, ce qui laisse la place à Smirnov de faire la passe pour Phil Poula. Non, bah, oui, forcément, Lugano a mis des moyens. Ça fait 16 ans, vers 17 ans à la fin de la saison, que Lugano n'a pas gagné le titre. Ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils n'ont plus été en finale. Forcément, il y a énormément d'attentes avec les nouveaux étrangers et tout ça. Oui, effectivement, je pense que malgré tout, malgré l'année de contrat qui reste à Chris Max Sorlet, il y a un risque qu'il se fasse renvoyer qu'il se fasse limoger par son employeur. Tout à fait. Je ne sais pas si tu as encore des questions sur le... Bon, on avait aussi des questions sur Paterlini et Fous. Seraient-ils les entraîneurs les premiers à se faire éjecter? Le risque zéro n'existe pas. Hein. Après Paterlini, je ne sais pas si à Langnau c'est vraiment la faute de Thierry Paterlini ou si ce sont les joueurs qui n'ont pas forcément, je sais pas, un mélange de niveau et d'envie. Et puis du côté de Foust, je sais pas, l'année passée, en saison régulière, il termine quand même la saison avec 9 victoires en 10 matchs. Je crois le LHC, si on ne se trompe pas. Là, le début de saison de Lausanne, il est pas mauvais. Hein. Ils ont 7 points en 5 matchs. C'est pas catastrophique, on va dire ça comme ça. Ils ont quand même fait 3 victoires de suite avant de perdre le dernier match. Donc, faut pas non plus tirer sur l'ambulance, comme on dit. Hein. C'est pas un mauvais début de saison du LHC. Ils ont du mal, pour l'instant, à enfoncer le clou. C'est-à-dire à s'offrir une victoire facile où on se dit ok, on mène de 1 but ou de 2, on va mettre 3 buts d'avance ou 4 buts d'avance et puis on gère un petit peu plus. Là, à Cloton, ils se font remonter. À Davos, ils ont dû remonter. Voilà. Bah, à Davos, ils ont remonté, donc ça prouve qu'il y a du caractère. Davos gagnait 2-0 dans les Grisons. Lausanne est revenu. À Lugano, ils se font peur, mais ils font 3 points quand même. Il y a juste hier où, ma foi, il y a eu un naufrage. Ça peut arriver. Et c'est contre Zurich. Et tout à coup, c'est peut-être la seule fois de la saison où il y aura un naufrage du côté du LHC. On n'en sait rien. Et puis tu as Nicolas qui nous disait par rapport à l'entraîneur de Langnau, il a l'impression que Langnau joue contre son entraîneur. Alors ça, malheureusement, moi j'ai pas vu Langnau jouer. Toi, tu les as vus dans une défaite fleuve, donc... moi, j'ai trouvé qu'ils avaient... moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'à un moment donné, il y a 1-2, 1-3 de Bienne, et là, il n'y a pas de révolte des joueurs. On est quand même dans un derby. On sait que chez les fans de Langnau, comme les fans de Bienne, c'est un match qui est important. Les Bienne-Langnau, les Langnau-Bienne, c'est vraiment des matchs qui sont importants. Il y a vraiment du monde au match. C'est un vrai derby, mais dans le vrai sens du terme. Il y a vraiment de la rivalité entre les deux clubs. Et là, j'ai pas senti de révolte des joueurs. Il y a ces 0 minutes de pénalité. C'est un peu ça, moi, qui m'a choqué. Mais après, dans le jeu en lui-même, j'ai trouvé qu'ils ont essayé des choses, Langnau, mais avec les moyens du bord. Après, ils ont Petrini qui est malade. Ils ont Salzgeber qui n'est pas là non plus. Huguenin. Anthony Huguenin est en convalescence aussi. Donc, c'est quand même 3 pièces maîtresses des Tigres. Et si vous intégrez ces 3 joueurs à l'équipe de Langnau, ça modifie quand même passablement le line-up. Après, je pense qu'il
il faut aussi garder un peu les pieds sur terre. On a joué que 4 ou 5 matchs pour les différentes équipes. Alors oui, 5 matchs, ça fait 10% de la saison, comme je l'ai dit en début d'émission. Mais c'est que 4 ou 5 matchs. Il y a des choses qui sont encore en train de se mettre en place. Il reste, comme le disait très justement Julien Vauclair, 47 matchs à jouer. C'est beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Les équipes qui sont actuellement en forme pourraient se casser la gueule, entre guillemets. Les équipes qui ont un peu plus de peine vont peut-être avoir le déclic et nous faire des séries de victoires. Donc attendons encore quelques matchs avant de se dire cet entraîneur-là va sauter. Même si dans certains clubs, on sait que les émotions sont très très vite très hautes. Et notamment à Langnau, au niveau présidentiel, on sait que le président est très très émotif. Et parfois prend des décisions sur un coup de tête. Voilà, donc on souhaite pour Thierry Paterlin qu'il ait le temps aussi de pouvoir mettre en place ce qu'il a envie. C'est clair qu'avec la menace de la relégation cette année, c'est beaucoup plus compliqué pour avoir du temps. Donc on verra, on va bien évidemment tout suivre. Et puis profiter déjà des prochains matchs de cette semaine. On vous rappelle, on vous donne plutôt le programme de cette semaine. Demain, notre match studio, ce sera Lausanne-Rapperswil dès 19h25 sur MySports 1. Le match sur Blick, ce sera Davos-Zug. Vendredi, le match studio, ce sera Genève-Fribourg sur MySports 1, toujours 19h25. Samedi, le match interactif, ce sera entre Lausanne et Genève. Sur MySports 1, toujours, attention, au nouvel horaire, on commence les matchs interactifs à 19h35 désormais. Profitez bien évidemment de ces moments-là pour poser un maximum de questions aussi. Durant le match, on en prend quelques-unes aux pauses. Et puis le match de dimanche, ce sera Zug-en-Brie, un match que vous pourrez suivre dès 19h35 sur MySports 1 et sur Léman Bleu. On est au terme de cette émission. Merci à tous pour les nombreux commentaires dans le chat. On n'a pas pu répondre à tous. Vous avez aussi beaucoup posé de questions pour Julien Vauclair et ça c'est agréable parce qu'on a pu vraiment interagir avec lui pour relayer vos questions. Merci Jérôme aussi d'avoir été avec moi pour toujours un peu plus d'une heure ensemble à discuter des autres clubs. On vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion dans quelques instants sur Facebook et au cours de l'après-midi sur YouTube pour la partie vidéo, sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast pour la version audio. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Twitter et Instagram pour ne rien manquer de toutes les actualités. Si l'émission vous a plu, pouce bleu, partage, c'est toujours agréable. Vous pouvez toujours laisser des commentaires aussi après la fin de l'émission pour nous dire si vous êtes d'accord ou non avec ce qu'on vous a dit. Et puis vous avez rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Overtime. Ce sera lundi à midi sur Facebook. Bye bye. Bye bye.